Hello! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que beaucoup de femmes vivent, mais qui est souvent mal compris. C'est ces femmes de 35 ans et plus qui me disent « Je mange sainement, je fais du sport, je fais attention, et pourtant, mon poids ne bouge pas. » Et non, ce n'est pas toujours une question de volonté. Non, ce n'est pas toujours parce qu'elles trichent. Et non, le corps humain n'est pas une simple calculatrice. La perte de poids repose bien sûr sur un déficit énergétique, mais ce déficit peut être beaucoup plus difficile à créer ou à maintenir chez certaines femmes, parce que plusieurs verrous peuvent se superposer. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi certaines femmes deviennent plus résistantes à la perte de gras, surtout après 35 ans, et pourquoi la solution n'est pas forcément de manger encore moins ou de faire encore plus de cardio. Donc le premier point, c'est la baisse progressive des dépenses énergétiques avec l'âge. Contrairement à ce que l'on entend parfois, le métabolisme ne s'effondre pas brutalement à 35 ou à 40 ans, mais chez beaucoup de femmes, on observe progressivement une diminution des dépenses énergétiques totales. Pourquoi? D'abord parce qu'il y a souvent une baisse progressive de la masse musculaire. Or, tu sais bien que le muscle, c'est un tissu métaboliquement actif. Donc plus on a de masse maigre, plus le métabolisme de repos est élevé. A l'inverse, quand la masse musculaire diminue, le corps consomme moins d'énergie au repos. Ensuite, il existe aussi des modifications cellulaires liées à l'âge, notamment au niveau des mitochondries. Ces petites mitochondries, ce sont les centrales énergétiques de nos cellules. Et avec l'âge, leur quantité et leur qualité ou leur efficacité peuvent diminuer, notamment dans le muscle. Cela peut participer à une moindre capacité oxydative, donc une moindre capacité à produire de l'énergie et à utiliser les substrats énergétiques de façon optimale. Et enfin, il y a souvent une baisse du NEAT, toutes les dépenses énergétiques hors sport. Marcher, rester debout, faire les tâches du quotidien, monter les escaliers, bouger spontanément. On peut continuer à faire 2 ou 3 séances de sport par semaine, mais bouger beaucoup moins sur les 23 heures autres restantes de la journée. Donc, une femme peut avoir l'impression de faire comme avant, mais son corps, lui, peut dépenser moins qu'avant. Moins de masse musculaire, moins de mouvements spontanés, parfois une fonction mitochondriale moins efficace, et donc une dépense énergétique totale plus basse. Deuxième point, la transition hormonale. À partir de 35-40 ans, certaines femmes entrent progressivement dans une phase de fluctuation hormonale, même avant la vraie ménopause. Et ce n'est pas forcément visible tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Les cycles peuvent être encore réguliers, mais les hormones commencent parfois déjà à fluctuer. Les œstrogènes, ils ont un rôle important dans la répartition du tissu adipeux, la sensibilité à l'insuline, la fonction musculaire, le sommeil, l'humeur et la régulation de l'appétit. Et quand les œstrogènes diminuent ou deviennent plus fluctuants, on observe souvent une modification de la composition corporelle. Donc plus de masse grasse, moins de masse maigre, et surtout une tendance à stocker davantage au niveau abdominal et viscéral, dans le ventre. C'est ce que beaucoup de femmes décrivent très bien. Je n'ai pas forcément pris énormément de poids, mais mon ventre, il a changé, il a gonflé. Et c'est important parce que le gras viscéral n'est pas un gras neutre. Il est plus métaboliquement actif, plus inflammatoire, plus associé à l'insulinorésistance, aux troubles lipidiques et aux risques cardiovasculaires. Troisième point, l'un des grands freins à la perte de gras, c'est l'insulinorésistance. L'insuline, c'est une hormone indispensable. Elle permet notamment de faire rentrer le glucose dans les cellules, de stocker le glycogène et de réguler la glycémie. Mais quand les cellules deviennent moins sensibles à l'insuline, le pancréas doit en produire davantage pour obtenir le même effet. Cette hyperinsulinémie, donc augmentation du taux d'insuline dans le sang, compensatrice, favorise un environnement plus propice au stockage, moins favorable à la mobilisation des graisses, avec souvent plus de faim, plus de fringales, plus de fatigue après les repas et plus de difficultés à perdre du gras abdominal. L'insulinorésistance, elle peut être favorisée par plusieurs facteurs. L'excès de gras viscéral, les antécédents de diabète gestationnel, un syndrome des ovaires polykystiques, la sédentarité, le manque de sommeil, le stress chronique, une alimentation ultra transformée, une inflammation chronique, certains médicaments. Chez les femmes, il faut particulièrement penser aux antécédents de diabète gestationnel, au SOPK, à la prise de gras abdominal, aux triglycérides élevés, à la somnolence après les repas, aux fringales sucrées, à l'augmentation progressive du tour de taille. Quatrième point, on pense souvent que le gras est juste une réserve d'énergie, et en réalité, le tissu adipeux, c'est un organe endocrine et immunitaire. Quand les adipocytes grossissent, notamment dans le contexte d'un excès de gras viscéral, le tissu adipeux peut devenir dysfonctionnel. Il peut attirer des cellules immunitaires, notamment des macrophages, et produire davantage de cytokines inflammatoires.
c'est ce qu'on appelle l'inflammation chronique de bas grade ou inflammation métabolique. Et cette inflammation, elle peut perturber la signalisation de l'insuline, donc aggraver l'insulinorésistance, augmenter la fatigue, perturber la régulation de l'appétit et rendre la perte de gras plus difficile. Donc plus le tissu adipeux devient inflammatoire, plus il peut participer lui-même au blocage métabolique. 5e point, certaines femmes ont aussi un terrain inflammatoire chronique. Spondylarthrite ankylosante, rhumatisme psoriasique, polyarthrite, lupus, maladie inflammatoire digestive, endométriose, thyroïdite auto-immune, psoriasis et tout un tas d'autres maladies inflammatoires. Dans ces situations, la difficulté ne vient pas seulement de l'inflammation biologique, elle vient aussi de tout ce qui accompagne la maladie. Les douleurs, la fatigue, le sommeil perturbé, la baisse de l'activité spontanée, la peur de bouger, les traitements, les phases de poussée. Une femme qui a mal bouge moins, pas par manque de volonté, mais parce que son système nerveux protège. Et quand elle bouge moins, eh bien elle dépense moins, elle perd plus de muscles, elle récupère moins bien, et le cercle vicieux s'installe. 6e point, le cortisol n'est pas une mauvaise hormone, c'est une hormone vitale. Le problème, c'est quand le stress devient chronique, avec la charge mentale, le travail, les enfants, les nuits coupées, l'anxiété, la pression professionnelle, le manque de récupération. Beaucoup de femmes vivent pendant des années avec un système nerveux en hypervigilance. Et le stress chronique, il peut favoriser une augmentation de l'appétit, des envies d'aliments sucrés ou gras, des compulsions le soir, une baisse du sommeil, une baisse de récupération, une diminution du NEAT par fatigue, une augmentation du stockage abdominal chez certaines femmes. Il ne faut pas tomber dans le raccourci cortisol égale ventre. C'est bien plus complexe que ça. Mais le stress chronique peut clairement rendre plus difficile la mise en place d'un déficit énergétique et la perte de gras. 7e point, le sommeil. Il est souvent le grand oublié de la perte de poids. Dormir peu ou dormir mal peut augmenter la faim, perturber la leptine et la gréline, diminuer la sensibilité à l'insuline, augmenter les envies d'aliments énergétiques, diminuer la motivation à bouger et réduire la récupération musculaire. Et chez les femmes de 35 ans et plus, le sommeil est souvent attaqué de partout, avec les enfants, la charge mentale, le travail, les gardes, la périménopause, les sueurs nocturnes, les douleurs, l'anxiété, etc. Et très souvent, ces femmes essaient de compenser en contrôlant encore plus leur alimentation ou en ajoutant du sport, alors que leur corps est surtout en dette de récupération. 8e point, beaucoup de femmes de 35, 40 ou 50 ans ont déjà derrière elles 15 ou 20 ans de régime. Elles ont fait Weight Watcher, le keto, le jeûne intermittent, les régimes hyperprotéinés, détox, 1200 calories, suppression des féculents, reprise, re-régime, re-reprise et le yo-yo. À chaque perte de poids, le corps s'adapte. La dépense énergétique diminue parce que le corps est plus léger, il y a moins de muscles, mais aussi parfois davantage que ce qui serait attendu uniquement par la perte de poids et de masse maigre. C'est ce qu'on appelle la thermogénèse adaptative. Ce phénomène n'est pas identique chez tout le monde. Son ampleur et sa durée sont discutées dans la littérature, mais il existe un vrai phénomène d'adaptation, ça c'est certain. Baisse du métabolisme de repos, baisse du NEAT, augmentation de la faim, modification de la leptine et de la gréline, des hormones thyroïdiennes périphériques, baisse de la dépense liée à l'activité. Donc chez certaines femmes, le problème n'est pas que le métabolisme est cassé, c'est plutôt qu'il est adapté à des années de restriction. 9e point, certaines femmes mangent trop, mais d'autres mangent trop peu, trop longtemps. Elles sont à 1200 ou 1400 calories, voire moins, depuis des mois, avec peu de protéines, peu de glucides, peu de bons lipides, et finalement peu de plaisir alimentaire, avec également beaucoup de cardio, beaucoup de stress et peu de récupération. Donc au début, ça marche, puis la fatigue arrive, le NEAT baisse, les performances diminuent, les compulsions augmentent, la masse musculaire diminue et la perte de gras ralentit. Le déficit calorique reste nécessaire pour perdre du gras, mais un déficit trop agressif, trop long, mal construit, peut devenir contre-productif. 10e point, beaucoup de femmes mangent sain, mais pas assez de protéines. Une salade avec quelques graines, une soupe, un yaourt, 2 tartines, ce n'est pas forcément suffisant pour préserver la masse musculaire, surtout après 35-40 ans. Or, le muscle, il est central. Il augmente la dépense énergétique de repos, il améliore la sensibilité à l'insuline, il stocke le glycogène, il protège les articulations, il améliore la composition corporelle, il permet de mieux vieillir. Donc si une femme mange peu, fait surtout du cardio, ne fait pas de renforcement progressif et manque de protéines, eh bien elle peut perdre du muscle. C'est même pas qu'elle peut, c'est qu'elle va perdre du muscle. Et moins de muscle signifie un métabolisme moins robuste. 11e point, le cardio est excellent pour la santé, mais chez certaines femmes, le réflexe est toujours le même.
Dès qu'elles veulent perdre du poids, elles ajoutent du cardio et retirent des calories. Le problème, c'est que si le corps est déjà fatigué, stressé, sous-alimenté, en manque de sommeil, cela va aggraver la faim, la fatigue et la récupération. Le renforcement musculaire, lui, il est indispensable, avec des charges progressives, des exercices polyarticulaires, donc tout le corps, une progression adaptée et une récupération suffisante. L'objectif n'est pas de brûler le maximum de calories à chaque séance, l'objectif c'est de construire un corps qui dépense mieux parce qu'il est plus musclé, qui va moins stocker facilement, qui va mieux gérer le glucose et qui va mieux vieillir. 12e point, il faut aussi parler des médicaments, parce que certains traitements peuvent favoriser la prise de poids ou rendre la perte de poids plus difficile. Certains antidépresseurs, certains antipsychotiques, certains thymorégulateurs, les corticoïdes, certains antiépileptiques, l'insuline, certains antidiabétiques et parfois certains médicaments hormonaux selon les situations. Il y en a toute une liste, je ne vais pas les détailler, mais ils sont nombreux ces médicaments. Mais cela ne veut surtout pas dire qu'il faut arrêter un traitement. Jamais. Mais il faut savoir qu'un traitement peut faire partie de l'équation. Une femme sous mirtazapine, olanzapine, kétiapine, corticoïdes ou prégabaline ne part pas du même terrain métabolique qu'une femme sans traitement. 13e point, la thyroïde, elle est souvent accusée, et parfois à juste titre, mais parfois non. Une hypothyroïdie franche peut favoriser fatigue, frilosité, constipation, ralentissement, prise de poids modérée, rétention d'eau et baisse de la dépense énergétique. Mais il faut être rigoureuse. Toutes les difficultés de perte de poids ne viennent pas de la thyroïde. Et quand la TSH et la T4 libre sont normales, il faut aller chercher ailleurs. Chez une femme résistante à la perte de poids, surtout s'il y a fatigue importante, frilosité, constipation, antécédents familiaux de la thyroïde, troubles du cycle ou maladies auto-immunes, il est vraiment pertinent de vérifier ce bilan thyroïdien avant toute chose. Et une fois que ce bilan thyroïdien est revenu normal, eh bien, on élimine la thyroïde et on va chercher d'autres causes. 14e point, la leptinorésistance. La leptine, c'est une hormone produite par le tissu adipeux. En théorie, plus les réserves de gras sont importantes, plus la leptine augmente, et plus le cerveau devrait comprendre que les réserves sont suffisantes. Mais dans l'obésité, on observe souvent une résistance à la leptine. Cela signifie que la leptine, elle est élevée, mais que le cerveau répond moins bien au signal. Résultat, la satiété peut être perturbée, la faim peut rester élevée, la dépense énergétique peut être moins stimulée, et le corps continue à défendre ses réserves. Ce n'est pas une explication magique et on ne dose pas la leptine en routine pour gérer une perte de poids, mais c'est un mécanisme intéressant pour comprendre pourquoi certaines femmes ont beaucoup de mal à ressentir la satiété ou à maintenir une perte de poids. 15e point, le microbiote intestinal, il joue un rôle dans la digestion, l'immunité, l'inflammation, la perméabilité intestinale, la production d'acides gras à chaîne courte et probablement dans la régulation métabolique. Certaines études montrent des associations entre microbiote, obésité, insulinorésistance et inflammation. Mais il faut être prudente. Chez l'humain, ce n'est pas aussi simple que mauvais microbiote égale prise de poids. Le microbiote, c'est une pièce du puzzle, pas l'explication unique. En pratique, on peut agir intelligemment. Plus de fibres, plus de végétaux, moins d'ultra transformés, meilleure diversité alimentaire, apport protéique suffisant, sommeil, activité physique. 16e point important, le foie. Le foie est un organe central dans la perte de poids parce qu'il intervient dans la gestion du glucose, de l'insuline, des triglycérides et du stockage énergétique. Chez certaines femmes avec insulinorésistance, tour de taille élevé, triglycérides élevés ou antécédents de diabète gestationnel, eh bien, il peut exister une stéatose hépatique métabolique, c'est-à-dire une accumulation de graisse dans le foie. Ce n'est pas toujours visible extérieurement. On peut avoir une femme qui ne paraît pas forcément très ronde, mais qui a un foie métaboliquement surchargé. Cette stéatose hépatique, elle est fortement liée à l'insulinorésistance. Et quand le foie est insulinorésistant, la régulation glycémique et lipidique devient plus difficile. 17e point, l'alcool. L'alcool, c'est un frein fréquent, même quand les quantités semblent modérées. Il apporte des calories, 1 g d'alcool égale 7 kilocalories, mais surtout, il modifie les priorités métaboliques du corps. Parce que quand on consomme de l'alcool, le corps priorise son métabolisme, sa dégradation. Donc pendant ce temps, l'oxydation des graisses passe au second plan. L'alcool peut aussi perturber le sommeil, augmenter les fringales, diminuer l'inhibition alimentaire, réduire la récupération et favoriser des apports plus élevés le soir ou le lendemain. Chez beaucoup de femmes très stressées, le verre du soir devient un outil de décompression. Ce n'est pas une question de morale, c'est une question de physiologie. 18e point, manger sain ne veut pas dire être en déficit. C'est un point important à dire. Certaines femmes mangent sainement, mais ne sont pas en déficit calorique. Avec de l'huile d'olive,
des avocats, du fromage, des noix, des amandes, du granola, du chocolat noir, du pain complet, beurre de cacahuète. Tout cela peut être d'extrêmement bonne qualité nutritionnelle, mais très dense en énergie. Le corps ne juge pas si un aliment est healthy. Il reçoit une quantité d'énergie. Donc oui, il faut améliorer la qualité alimentaire, mais pour perdre du gras, il faut aussi une cohérence quantitative. Donc bien faire attention aux aliments denses en énergie. 19e point, beaucoup de femmes tiennent toute la journée. Elles contrôlent, elles gèrent, elles travaillent, elles s'occupent des enfants, elles font attention. Et quand vient le soir, quand tout retombe, elles craquent. Tout ce qui passe sous le nez, chocolat, pain, fromage, biscuits, céréales, parfois alcool. Ce n'est pas toujours un manque de discipline, mais c'est souvent la conséquence d'une journée entière passée en dette. Dette de sommeil, dette de calories, dette de protéines, dette de plaisir, dette de repos, dette émotionnelle. Il faut juste résoudre ces problèmes pour améliorer les compulsions. 20e point, on peut évoquer les perturbateurs endocriniens. Bisphénol, phtalates, pesticides, polluants persistants. Certains sont suspectés d'interagir avec le métabolisme, l'adipogénèse, les hormones sexuelles ou l'insulinosensibilité. Mais il faut rester prudente. À l'échelle individuelle, on ne peut pas dire à une femme « vous ne perdez pas à cause des perturbateurs endocriniens ». Aujourd'hui, c'est une vraie question de santé publique, mais ce n'est pas le premier levier à activer. 21e point, pourquoi deux femmes du même âge ne répondent pas pareil? Eh bien, deux femmes peuvent avoir 42 ans, le même poids, la même taille, le même programme alimentaire, le même nombre de séances et ne pas obtenir les mêmes résultats. Pourquoi? Eh bien, parce qu'elles n'ont pas la même masse musculaire, elles n'ont pas le même sommeil, le même niveau de stress, la même sensibilité à l'insuline, le même historique de régime, les mêmes médicaments, les mêmes douleurs, le même niveau d'inflammation, le même NIT, la même périménopause, le même microbiote, la même génétique. La perte de poids est mathématique dans son principe, mais biologique dans son application. Donc, en conclusion de cette première vidéo, eh bien oui, certaines femmes de 35 ans et plus ont vraiment des profils résistants à la perte de gras. Pas parce que leur corps est cassé, pas parce qu'elles manquent de volonté, pas parce qu'elles sont condamnées, il n'y a aucune fatalité, mais parce que plusieurs verrous peuvent s'accumuler. Baisse de masse musculaire, diminution des dépenses énergétiques, périménopause, insulinorésistance, inflammation chronique, manque de sommeil, stress, médicaments, douleurs, régime répété, baisse du NIT. Et quand on comprend tout ça, eh bien on arrête de culpabiliser, on arrête de faire toujours plus de cardio et de toujours manger moins de calories. Et on commence vraiment à travailler intelligemment sur ces points de blocage. Parce que ton corps, il est bien fait. Ton corps, il ne te trahit pas, il s'adapte. Et mon travail, en tant que coach, ce n'est pas de te punir, mais c'est de vraiment comprendre ces adaptations de ton corps pour lui redonner les bons signaux. Donc si cette vidéo t'a plu, eh bien n'hésite pas à liker, à partager, à t'abonner. Et je ferai une deuxième vidéo sur comment appliquer par rapport à chaque point de blocage qu'on vient de citer. Je te dis à très vite!